juste une petite remarque par rapport à un énoncé des deux intervenants précédents. On dit, mais maintenant, localement, mais beaucoup dans le monde, partout, pas simplement en Amérique latine, il y a vraiment des mouvements, plus ou moins locaux, plus ou moins régionaux, qui prennent conscience, disons, de cette crise, de cet effondrement environnemental, plus que jamais. Je voudrais avoir des études, disons, sociaux et statistiques qui montrent que ça, moi je me souviens, je fais partie des anciens, peut-être que dans les années 68, 72, 75, il me semblait que, y compris dans le monde, pas simplement en France, la conscience écologique et les mouvements écologistes, aussi bien associatifs que spontanés, etc., étaient au moins aussi nombreux, sinon plus. Et bon, on pourrait, il faut avoir des études statistiques que je n'ai pas. Alors, il se trouve que, à la réponse, donc, démocratie écologique, qui est un des thèmes de la Fondation, n'est-ce pas? Bon, il se trouve que, un peu par hasard, mais dans la revue des droits de l'homme, enfin de la Ligue des droits de l'homme, il y a 23 ans, j'avais essayé de tenter une réponse de l'époque. Alors, par nostalgie peut-être, j'ai apporté d'ailleurs quelques exemplaires peut-être que vous avez trouvé à l'entrée, là, de ce papier pour dire est-ce que ce que je racontais à l'époque est encore plausible et pertinent, ou bien c'est complètement dépassé. Et pour résumer, bien entendu, puisque nous n'avons jamais assez de temps pour quoi que ce soit, c'est ça qui est anti-écolo, mais enfin, comme ça, j'avais, disons, interrogé cette problématique écologie-démocratie sous la forme de deux axiomes, deux postulats, peut-être je ne sais pas, la tendance mathématisante qui dit ça. Alors la premier postulat, c'est que la crise écologique, alors au sens géobiophysique, de plus en plus surdéterminera toutes les autres crises. Parce que quelquefois on dit oui mais la crise ou l'effondrement, enfin, encore, c'est pas du tout la même chose à mon avis, parce que les gens parlent de crise justement, donc ils espèrent qu'il y aura un mieux demain. Moi je ne le crois pas. Bon, mais la crise, elle est multidimensionnelle, c'est très complexe. Le monde est complexe de plus en plus. Il faut avoir la pensée complexe écolo pour l'analyser. Là aussi, interrogation, au moins interrogation. Et ce premier postulat dit au contraire que d'une certaine manière, le monde va se simplifier considérablement. Hélas, hélas, parce que notre aveuglement économique, social ou autre nous a fait totalement négliger la géobiosphère, qui fait que les fondements même de notre existence, les fondements les plus bêtasses, les fondements, on va dire, spécifiques au sens de l'espèce, sont mis en cause. Alors on dit, ben oui, mais ça, c'est pas très intéressant, on n'est pas simplement qu'une machine biologique, et puis, etc. On a quand même toute la culture, n'est-ce pas? Oui, mais l'époque, c'est là aussi que, parfois, évidemment, il faut bien connaître l'histoire, mais il faut aussi analyser l'époque telle qu'elle est dans sa spécificité. Et moi, je pense que l'effondrement qui nous guette est tout à fait spécifique dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu ça avant, à cette échelle-là, dans cette dimension-là et avec cette intensité. Et donc, les concepts doivent être différents. Mais donc, voilà mon premier postulat. L'effondrement écologique déterminera toutes les autres politiques. Alors, il y a 23 ans. Est-ce que c'est vrai? Ben, regardons si, par exemple, la santé de la planète, au sens des indicateurs, s'est améliorée depuis 1990, au moment où j'ai sorti le papier. Avant donc le sommet de Rio de 91, où il y a eu des conventions climatiques, biodiversité, les forêts, il y a eu l'assessment Millennium, il y a eu les rapports du GIEC qui n'existaient pas à l'époque, les rapports du GIEC, les rapports du PNUE, vous connaissez le GEO, Global Environmental Outlook, là, le GAF est sorti récemment. Bon. À mon avis, l'état de la planète ne s'est pas du tout amélioré. Pas du tout, il est plutôt, même encore des dégradations depuis 23 ans. Bon. Donc, supposons que cet axiome soit encore bon, c'est que, pour des raisons matérialistes, l'effondrement écologique va tous nous prendre, et même s'il y a en effet ces mouvements auxquels on participe les uns et les autres depuis longtemps, tant qu'on n'en a pas plus que plein la gueule, tant que ce n'est pas une question de survie, ça restera secondaire. Alors, deuxième axiome, elle a plus tourné vers les gouvernements. Là, je me place dans les institutions et la démocratie telle qu'elle est. L'Europe, Hollande, le Conseil qui a eu lieu là, hier et aujourd'hui, enfin, tel que c'est. La démocratie représentative. Il y a tous les mouvements pour dire la démocratie participative, peut-être d'autres en parleront. Deuxième axiome, d'il y a 23 ans,
les gouvernements, droite ou gauche, ne comprennent pas ça, il y a 23 ans, et ne le comprendront pas. C'est d'une certaine manière une sorte de handicap ontologique de la gauche et de la droite traditionnelle de ne pas comprendre l'importance, l'urgence aussi, car le temps évidemment joue beaucoup là-dedans, l'urgence de la crise géobiophysique actuelle. Alors, on peut décliner ça après, évidemment, dans des conséquences. On peut le dire, par exemple, que évidemment, les conséquences sociales, économiques et politiques seront considérables, du premier axiome. Si la crise est une sorte de tsunami, disons, géobiophysique, c'est bien difficile parce que on ne négocie pas, c'est un peu un slogan, mais on est rapide là, on ne négocie pas avec la nature. Vous pouvez négocier le taux, par exemple, de la BCE, hein, pour savoir à quel taux emprunte l'Espagne. D'ailleurs, l'Espagne est sous la Troïka, la Grèce aussi, le Portugal, donc ils empruntent, enfin, c'est pas eux qui empruntent, c'est la BCE, etc. Bon, ça se négocie entre humains. Par contre, la nature, elle est muette, totalement muette, au sens où tu ne peux pas négocier. Alors, il y a le constat de base, qui est fait par les rapports que j'ai dit, hein, l'assessment Millennium, le GIEC, le CNUE, tout ce que vous voulez, Nagoya. Puis après, il y a des polémiques à propos de ce qu'il faut faire. Eh bien, en tout cas, je suis convaincu que la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle, ne feront jamais rien, parce que c'est, encore une fois, dans leur nature, ils ne comprennent pas ça, c'est une question... tout à l'heure, j'ai dit que toile d'araignée mentale, c'est un petit peu ça. C'est pas. Alors, est-ce que, dans ce cas-là, quelle est la responsabilité des écolos? Alors, à l'autre page, sur le petit document, mais c'est dans la tête, j'ai essayé de voir, pour terminer, quels peuvent être, du point de vue des régimes, d'une certaine manière, des régimes politiques, en France, en Europe, dans le monde, des régimes au sens de la science politique, qui pourraient advenir selon l'importance et surtout l'advenue de cette catastrophe écologique. Alors, partons donc des deux principes, des deux postulats initiaux. Il y a une crise ou un effondrement écologique en cours, et puis les pouvoirs classiques, droite ou gauche, ne comprennent rien à ça. Et depuis 23 ans, les deux, à mon avis, sont respectés. Il y a une voie, je vais commencer par la voie viable, hein, c'est une espèce de bifurcation, un choix, une via viable, où il y aurait quand même, à cause de cette crise qui monte, qui n'arrête pas de monter, des bouleversements sociaux. On le voit en effet, on peut dire, bon, en effet, peut-être en Turquie, un projet de parc détruit, etc. Peut-être évidemment en Amazonie aussi, hein, bien sûr, où la forêt primaire en prend des coups. Peut-être aussi en Europe, où, bon, il y a une sensibilité, grâce à l'écologie associative ou politique depuis quelques temps, etc. Bon, il y a donc quand même des bouleversements du fait que, par exemple, l'histoire de la crise financière de 2008-2009, en fait, au départ, je suis convaincu que le facteur principal, le seul, le facteur principal n'est pas la bêtise des marchés et l'avidité des spéculateurs et des traders, ni même les subprimes en tant que tels. Donc c'est pas du tout un truc interne à la sphère financière. C'est l'augmentation considérable des prix du pétrole jusqu'en juillet 2008. Personne ne l'a dit ou pas. Il y a quelques économistes, mais totalement méconnus, pour ceux qui ne veulent pas dire tous les économistes, comme par exemple James Hamilton, bon, ou d'autres, hein, un petit peu peut-être, je sais pas, peut-être Victor, et puis Tim Jackson, peut-être, enfin bon. Donc une voie viable, où il y aurait des bouleversements sociaux, et à ce moment-là, il y a encore une autre bifurcation. Ou bien, alors ça c'est la question qui est posée, même d'ailleurs dans la proposition de réflexion initiale de notre séminaire, est-ce qu'il peut y avoir un écofascisme? Mais oui, bien sûr, il peut y avoir des gens qui sont d'extrême droite, pour dire les choses, fachos, qui disent, ben, nous on est écolo et puis on va résoudre le problème parce que c'est tellement grave qu'il faut quand même donner à boire et à manger aux gens, c'est la première chose à faire, hein, même si on a évidemment d'autres attracteurs mentaux, et heureusement, c'est ça l'espèce humaine, elle a tellement d'attracteurs que c'est infini. C'est la seule chose qui peut infini. C'est l'imagination humaine. Le reste n'est pas infini. Bon. Mais enfin, pour avoir des attracteurs, disons, poétiques, pour aimer Mozart ou bien le théâtre, il faut quand même bouffer. Parce que sinon, tu peux pas, tu meurs, tout simplement. Bon. Alors donc, il y aurait une voie d'écolo-fascisme, et je pense qu'il y aurait quelques écologistes qui participeraient à de tels gouvernements. Bon. Espérons évidemment que ça ne vienne jamais. Et puis, il y a une voie démocratique. Une voie démocratique où il y aurait ce qu'on peut appeler des changements radicaux négociés. Alors, soit par hégémonie d'écologie politique, hein, surtout, il y a eu une hégémonie, par exemple, de la droite ou de la gauche pendant certaines périodes et dans certains pays, donc il faut toujours relativiser les choses,
géographiquement et temporellement. Par exemple, souvenez-vous, dans les années 70, eh bien, il y avait une espèce d'hégémonie culturelle de la gauche, mais c'était la droite quand même qui était au pouvoir. Hein. Bon, donc ça peut alterner, etc. Maintenant, c'est encore l'hégémonie de la droite, mais culturelle. C'est dingue. Ou bien alors, il peut y avoir, et c'est l'état dans lequel nous sommes actuellement, au moins en France, et dans d'autres pays aussi d'ailleurs, une coalition, disons, entre des formations politiques vertes, les polos, et puis la social-démocratie. C'est la situation actuelle. Donc voilà à peu près les arbres des types de régimes, enfin de régimes, c'est pas tout à fait des régimes, hein, disons des coalitions qu'il peut y avoir. Mais j'ai oublié celle sur laquelle je m'interroge le plus actuellement. Ça, c'est la voie où les choses iraient leur train, avec la transition écologique, la transition énergétique, qui a participé à Delphine Bateau aussi, etc. Je suis effondré devant l'aveuglement énergétique des experts, avec nos amis d'ailleurs, même avec Jean-Marc Jancovici, bon, effondré au moins des impasses, sinon même de l'ignorance, même en matière énergétique. Par exemple, ce que c'est que l'énergie nette, ce que c'est que le picole, ou ce que c'est que le découplage. Damien, le découplage. Juste un mot là-dessus. On a voté et on a adopté, est-ce que ça s'est terminé hier, le Conseil national, disons, de la transition énergétique, après 12 réunions, des centaines de pages, etc., on a voté qu'à l'horizon 2050, où la France est engagée, alors, ah oui, l'horizon 2050, la France doit diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre. C'est un engagement international. Et diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire diviser par 2 sa consommation d'énergie. Diviser par 2. Moins 50%. Mais en même temps, dans le même document, proposé d'ailleurs par Maryse Arditi, que chacun connaît ici, eh bien, il est indiqué que le taux de croissance de la France jusqu'en 2050 sera 1,7% par an en moyenne. Ce qui fait quasiment un doublement. Donc, le PIB en 2050 sera 100% supérieur à celui de la France actuelle. Donc voilà, 100% de croissance et moins 50% d'énergie. Ça n'a jamais existé dans aucun pays du monde et à aucune époque. Jamais. Donc ce truc-là est vicié des débats. Ça n'est qu'un facteur sur les trois. Je ne parle pas de l'énergie nette et du picole. Donc là, il y a quelque chose de sidérant du point de vue politique et intellectuel. Alors je termine pour dire, parce que j'ai fini maintenant, qu'il y a une voie que je n'ai pas explorée, c'est la voie que j'appelle catastrophique ou catastrophiste, et qui est celle sur laquelle je m'interroge, et peut-être vous aussi. Merci.